Donc, bienvenue à toutes et tous. Vraiment ravi de vous avoir ce soir pour cet événement qui est un événement important pour le Comité 21. Donc, moi, je m'appelle Philippe Dessertine. Je suis président du Comité 21. Ce que je disais à Jean, il me disait, mais tu fais quoi exactement? Je dis donc, moi, le type qui fait sourire les jours, justement, où on présente un nouveau rapport et de temps en temps qui vient dîner au cocktail. Mais les gens vraiment importants, évidemment, du Comité 21, ce sont ceux qui le font vivre au quotidien. Je crois effectivement que d'ailleurs, lorsque nous sommes en train d'évoquer ce grand rapport important, que Bettina, notre présidente d'honneur du Comité 21, mais fondatrice du Comité 21, fondatrice, bah si, il faut le dire, hein. Donc, Bettina a piloté ce rapport très important et l'a piloté aussi grâce aux équipes du Comité 21. Je voudrais vraiment pas citer tout le monde, parce que le Comité 21, il y a un peu de monde, mais peut-être citer les deux directeurs notamment qui ont été absolument essentiels dans la rédaction de ce rapport. Antoine Charlot, avec notre Comité 21 Pays de Loire, et toute son équipe qui a travaillé notamment sur toute la question association. Et puis bien sûr Simon Luc, qui est lui ici au Comité 21 national, qui est vraiment, je dirais, la dernière fois qu'on va utiliser ce nom, parce que nous allons maintenant rebaptiser le Comité 21 national un Comité 21 territoire. Et Simon est quelqu'un de très important, non seulement dans le Comité 21 national, mais aussi dans la manière dont nous avons envisagé justement cette nouvelle manière de procéder. Le comité 21 territoire sera celui justement qui va permettre un développement de plusieurs comités 21 en région, à l'image de ce que nous avons déjà développé depuis maintenant de nombreuses années dans les Pays de Loire. Lorsque j'évoque aussi ceux qui ont contribué à ce rapport autour de Bettina, bien sûr, on peut évoquer quelques personnes parmi beaucoup d'autres, mais que Bettina me disait que je dois citer, hein. Je voudrais citer d'abord Paul Millier, qui a été quelqu'un, effectivement, qui a beaucoup aidé Bettina et contribué je dirais, la réflexion qui a été menée. Je voudrais citer aussi, voilà, au sein de notre comité, quelqu'un qui a une grande importance, c'est Armel Perrin-Guillot, qui est de Veolia, et les équipes de Veolia nous ont également beaucoup aidés dans la rédaction de ce rapport. On aura l'occasion d'évoquer notamment aussi la question et entreprise et la question gestion de l'eau qui est absolument capitale. J'ai à côté de moi Aude Sartre, qui a été également une contributrice très importante dans la rédaction de ce rapport, et on en parlait à l'instant en disant à quel point on avait été sans cesse obligé, et Bettina a réécrit sans cesse, parce que vous n'êtes pas sans l'ignorer, mais la période est un peu agitée, et donc beaucoup de choses que vous affirmez dans un rapport comme celui-là peuvent obliger très rapidement à changer, et donc à demander aux uns et aux autres une aide dans la manière dont on lit et dont on va proposer un certain nombre d'éléments autour de ce rapport. Et puis, pour terminer, dans les personnes que je voulais citer, Guy Asquette, qui a également beaucoup aidé Bettina, j'irai dans des parties spécifiques sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Alors peut-être rappeler que le comité 21, c'est dans son essence et dans son originalité un comité multi-acteurs. Et ce rapport en est l'illustration. Alors ça veut dire quoi multi-acteurs? Ça veut dire 5 collèges. 5 collèges qui depuis toujours sont la colonne vertébrale du comité 21. Alors, il n'y a pas d'ordre dans la citation que je vais donner. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Donc, le collège citoyen. Nous avons cette logique de citoyenneté, de personnes qui sont élues et sont au comité 21 pour faire remonter la réflexion des. Quand on dit citoyen, on dit souvent simple citoyen. Mais non, c'est pas simple. C'est les citoyens, c'est en réalité justement l'essentiel du corps social, et ceux qui sont absolument nécessaires quand on envisage un nouveau rapport. Je dirais, nous avons aussi ceux qui permettent aux citoyens parfois de vouloir se faire entendre davantage et d'être mieux représentés, le collège, association et ONG. Donc, collège également capital dans notre mode de fonctionnement. Troisième collège, évidemment, celui-ci m'est particulièrement cher, c'est le collège recherche et enseignement. Donc là aussi, un collège majeur, non pas par rapport à ceux, et on se regarde là, ceux qui sommes dans l'université, dans les grandes écoles, mais non pas forcément de ceux qui animent, mais surtout de ceux à qui nous
parlons dans le collège enseignement et recherche, c'est-à-dire notamment les jeunes générations et ceux qui sont en train de se préparer aussi à occuper demain les postes qui permettront justement au modèle d'évoluer concrètement dans les organisations, dans les fonctions qui seront les leurs. Quatrième collège fondamental, ce qui est aussi pour nous un élément important, les collectivités publiques, quelles qu'elles soient, depuis la collectivité publique nationale jusqu'aux collectivités publiques les plus régionales. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la logique. Bonjour, bonsoir. Donc là, on a des membres du conseil d'administration. Si voilà, just in time. Nous avons cette idée de développer sur les territoires. Ça veut dire que les collectivités publiques ont un rôle absolument capital, et nous aurons aussi un rôle capital au sein de ces collectivités publiques pour porter justement l'idée de la constitution d'un nouveau modèle. Et puis, last ou liste, je ne sais pas, mais last en tout cas, le collège entreprise. Pourquoi je l'évoque à la fin? Parce que cela explique aussi pourquoi nous sommes ici ce soir. Ici, vous le savez, ce sont nos locaux au Comité 21, mais ce sont également les locaux du Pacte mondial. Le Pacte mondial dont vous voyez évidemment un peu partout un certain nombre de rappels, de sigles notamment. Le Pacte mondial, c'est Global Compact, la logique des Nations Unies, qui a été constituée notamment après les accords de Paris pour permettre de regrouper au sein des différents pays signataires des accords de Paris les entreprises souhaitant s'engager dans un nouveau modèle. Le Comité 21 et le Pacte mondial sont dans un processus de rapprochement. Je laisse un suspense, mais qui est en réalité un suspense qui sera dissipé le 1er avril. Qui est un très bon jour, vous le savez, puisque le 1er avril était autrefois le premier jour de l'année. Donc, ce sera le premier jour d'une nouvelle année parce que ça marquera aussi nos 30 ans. Et en ce qui concerne le Comité 21, le Pacte mondial est un genou à côté de nous, mais ça marquera nos 30 ans et donc la manière dont nous allons, avec le Pacte mondial justement, envisager un développement sur les territoires en utilisant la dynamique du monde entrepreneurial, du monde de l'entreprise que peut fédérer le Pacte. Donc, ce sont ces 5 collèges qui ont contribué de façon forte à préparer ce rapport, sachant bien sûr que la préparation est très importante, mais tout de même tenir la plume, c'est peut-être aussi ce qui est fondamental, surtout quand on voit l'importance du rapport qu'a pu nous proposer Bettina. On en avait des bonnes feuilles, on en a eu une partie, et puis maintenant on a la totalité, Bettina, avec ces 2 parties fondamentales, cette partie de représentation, je dirais pas de diagnostic, mais de représentation de l'existant. Et puis, la deuxième partie qui est capitale en ce qui nous concerne, puisque nous sommes, je dirais, un organisme qui veut faire bouger les choses, c'est-à-dire la partie des propositions. Et là, je crois que peut-être, avant de laisser la parole évidemment à vous tous qui avez accepté d'entourer Bettina ce soir pour animer cette table ronde, il faut dire à quel point j'ai toujours depuis quelque temps ce discours en disant on entend ici ou là que l'écologie, le développement durable, tout ça n'est plus à la mode. Vous voyez, parfois on entend ça, vous savez. Maintenant, c'est compliqué. Et là, évidemment, vous avez un petit moment de retrait en disant, mais excusez-moi, mais le dérèglement climatique, c'est pas une question de mode, c'est une question de constat. Et le constat, le moins qu'on puisse dire, c'est que, je dirais, il ne diminue pas, lui. Il est plutôt en train de s'amplifier sans cesse. Je prends toujours l'exemple parce qu'effectivement, nous avons le président des États-Unis qui, à un certain moment, a dit peut-être que finalement, ce dérèglement climatique était une invention, je ne sais pas comment on qualifierait, wokiste peut-être. Et puis vous lui disiez, bah, juste l'Indonésie est en train de déplacer sa capitale, vous voyez, parce que l'Indonésie c'est important, président, vous voyez, parce que c'est une grosse croissance mondiale, c'est juste un peu plus de 200 millions de gens, et leur capitale, eh bien, ils sont obligés de la changer, puisque la montée des eaux fait que dans quelques temps, assez proche, il n'y aura plus de Jakarta, vous voyez, donc là, on est dans quelque chose qui nous interpelle, et là, évidemment, je parle de l'autre bout du monde, parce que peut-être que nous, pays occidentaux, qu'il faut le rappeler, sont quand même à l'origine de ce dérèglement climatique, puisque ce dérèglement climatique, il est associé au modèle économique qui a été le nôtre depuis des décennies.
a priori, c'est quand même nous qui l'avons inventé, en tout cas, c'est nous qui en profitons le plus. Nous sommes aussi, et là, évidemment, le hasard est peut-être bienveillant ou malveillant, nous sommes peut-être les moins impactés directement par le dérèglement climatique lorsqu'on regarde une grande partie du monde qui, elle, ne bénéficie pas du modèle économique, mais en revanche subit de plus en plus les conséquences de ce dérèglement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, on va dire le combat est absolument en train de commencer et n'est sûrement pas fini. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, oui, les opinions mondiales, alors les opinions des pays riches, hein, parce que toujours, évidemment, il ne faut pas restreindre le monde simplement à la manière dont les pays occidentaux sont en train d'évoluer et changent de mode en matière de questions climatiques. L'ensemble du monde aujourd'hui attend des propositions, a besoin de propositions. Il est possible, oui, qu'effectivement la phase dans laquelle nous sommes n'est plus seulement celle qu'on a connue au début du comité 21, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, sommet de Rio 92. Bon, Bettina, tu connaissais pas, mais voilà, ça s'est passé à ce moment-là. Mais, sommet de Rio 92, où on a commencé à sonner l'alarme. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, la question de l'alarme sans cesse répétée, lasse un certain nombre de gens, peut-être de gens plutôt âgés, parce que ce sont eux qui l'ont beaucoup entendu. Les jeunes gens ne sont pas lassés par l'alarme souvent, parce que eux, d'abord, ils ont conscience qu'il faut la sonner, puis ils n'ont pas encore l'habitude de l'alarme en question. Mais disons que peut-être, oui, effectivement, l'alarme et les incantations ne suffisent plus. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au comité 21, nous avons dit, maintenant, nous allons de plus en plus rentrer dans quelque chose qui est une proposition de construction d'un modèle de développement durable. Développement parce que le développement, peut-être en ce qui nous concerne, pays occidentaux, c'est la priorité absolue. C'est peut-être pour ça qu'on peut avoir, nous, des logiques de stagnation, voire même d'idées de retour sur une non-croissance, une décroissance. Développement parce que c'est la grande affaire de, on va dire, allez, 6 milliards d'humains. C'est ce que je vais à peu près comptabiliser dans ce qu'on appelle parfois de façon rapide le Sud global, c'est-à-dire les gens pauvres qui vont dire si le nouveau modèle, c'est que je sois encore plus pauvre, là, c'est pas une lassitude que je vais avoir. C'est l'idée que les Occidentaux, non seulement sont responsables, mais en plus sont cyniques. Et donc, je pense que lorsque nous sommes en train de penser à un nouveau modèle, ça doit être un modèle universel. C'est bien l'idée que nous avons au comité 21 avec tous nos collèges, c'est-à-dire universel dans notre société française, mais universel de façon beaucoup plus large. Et là, évidemment, l'idée des Nations Unies qui réfléchit dans l'ensemble à cette évolution nous semble absolument capitale. Donc voilà l'ambition énorme et en même temps indispensable qui est la nôtre quand nous proposons ce rapport. C'est un rapport qui est un début, c'est un rapport qui va nous permettre de décliner un certain nombre de propositions d'un point de vue concret et de tenter de les décliner aussi avec ceux qui animent nos collèges, voire même ceux qui peut-être demain, le lisant ou en entendant parler, diront mais il y a peut-être des choses à creuser là-dedans, voire même il y a des propositions à faire car ce rapport est vivant. Bettina a eu du mal justement à l'arrêter en image arrêtée, mais il va continuer à se nourrir, il va continuer à évoluer et je pense que même dès ce soir, Bettina, avec la table ronde, va dire je pense à un truc, il faut rajouter quelque chose. Tu me l'as déjà dit. Hein. Donc voilà, je vous remercie d'être présent ce soir. Je le répète, c'est un moment important pour nous. Et puis, bien sûr, maintenant, je me tais et je laisse la parole à Bettina et à ses invités. Merci beaucoup Philippe et il y a beaucoup d'amis, de connaissances dans la salle et évidemment autour de moi et merci beaucoup d'être tous venus. Effectivement, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur ce rapport avec une première phase qui a été une phase de consultation de collège, ensuite de construction par les collèges d'un certain nombre de propositions. Et puis, il y a eu une première phase de rédaction, il y en a eu 4. Hein. Une première phase de rédaction, j'en profite d'ailleurs pour remercier beaucoup le conseil d'administration parce qu'on a eu du conseil, des contributions et d'autres personnes aussi, je voudrais citer, si tu me permets,
rappeler que, par exemple, Charles Benoît Etzi, que je ne vois plus, tout simplement à cause de ta chevelure, cher ami, mais je le vois, et Christian Dubos, par exemple, qui également nous a aidés, et puis beaucoup d'autres. Et donc, en fait, ce rapport a eu plusieurs phases. Il a eu donc la première phase dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la concertation. Il a eu une seconde phase qui a été le commencement d'écriture, qui a été un peu retardé pour toutes sortes de raisons. Sont arrivées les élections européennes. Et après les élections européennes, la dissolution. Après la dissolution, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et finalement, ce rapport n'était pas au cœur de la vie politique française. Et donc, mais étant donné qu'on est quand même très liés par plusieurs de nos collèges des collectivités locales et qu'on est soutenu toujours par certaines entités de l'État. J'en profite pour saluer monsieur le représentant du commissaire général du développement durable qui est toujours tellement fidèle. Eh bien, il est évident que bon, j'ai arrêté, j'ai suspendu la pluie, si j'ose dire, pour dire ce qui va se passer parce que, bon, alors il s'est passé ce que vous savez, c'est-à-dire un Premier ministre, ancien ministre de l'Environnement, donc je me suis remis à écrire, et voilà-t-il pas que l'ancien ministre de l'Environnement nous a fait savoir que l'environnement, c'était quand même plus grosso modo son truc. Je l'aime beaucoup, alors je ne vais pas trop en dire du mal, mais enfin, il nous a quand même un peu dit ça. Et puis, bon, alors on s'est quand même remis à écrire, on a vérifié un certain nombre d'hypothèses. Alors, entre-temps, il y a eu plein de choses, hein. Il y a eu en particulier une loi sur les collectivités locales qui n'a pas du tout été la loi, le projet de loi que nous avions sur la table lorsque nous avions commencé à faire ce rapport. Il y a eu aussi une espèce de suspension, on en parlera avec Marine, de la planification. Et est-ce que ça continue? Est-ce que ça continue pas? Pendant un moment, on ne savait pas. Or, la planification, ça a été quand même la grosse innovation depuis quelques années. Bon. Ben enfin, on s'est remis à écrire bravement. Et donc, en décembre, avant Noël, je pensais que j'avais fini. Sauf qu'il y a eu M. Trump. Et alors, M. Trump, ça, après tout, c'est les États-Unis. Donc, franchement, quel est le problème de quelle est l'influence de M. Trump sur un rapport sur le développement durable français? Ah, bah si, parce qu'évidemment, immédiatement, il quitte l'accord de Paris. Il fout toute l'économie mondiale en l'air et surtout le multilatéralisme, la science. Enfin bon, je ne vais pas vous dire ce qu'il fait parce que tout le monde le sait. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et alors, pour vous illustrer ça, puis à un moment donné, ça c'est la quatrième phase, je me suis dit, bah, quoi qu'il en coûte, il faut absolument finir ce rapport. D'abord, tous les administrateurs me faisaient la gueule, même si quand je leur expliquais, ils comprenaient. Enfin, c'est quand même l'Arlésienne, hein, cette histoire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur, comme on dit, de vous présenter le premier rapport qui sera obsolète demain. Voilà. Et je le dis sans rire, c'est-à-dire que je pense vraiment que c'est ce qui peut arriver. J'espère quand même que dedans, vous trouverez quelques fondamentaux qu'on pourra encore développer, mais c'est un petit peu quand même la question. Voilà. Et d'ailleurs, pour vous illustrer ça, comme j'ai envie de faire parler les invités, je ne vais vraiment pas être longue. Je vais vous dire les 3 titres du rapport successif. Au début, c'était le cap sur de nouvelles modèles sociétaux pour édifier, c'était de nouveaux modèles pour édifier une société durable. Franchement, c'était bien, mais c'était finalement la même chose qu'il y avait 4-5 ans, qu'on aurait pu écrire ça à l'accord de Paris, etc. À un moment donné, un gros moment de découragement, et j'ai plus du tout, je me suis dit comment je vais l'appeler ce rapport, et donc j'ai dit
de nouveaux modèles sociétaux entre espoir et effondrement. Enfin, c'était un truc comme ça. Je me suis dit quand même, c'est un peu dire, qu'est-ce que c'est que le modèle de l'effondrement? Alors, j'ai un peu regardé dans les tourmentes, et comme j'aime beaucoup les romantiques, j'ai trouvé chez Alfred de Vigny le mot tourmente dans un très beau poème, et je l'ai appelé Cap sur de nouveaux modèles sociétaux durables pour pouvoir vivre dans les tourmentes. J'espère que ça ne sera pas pour pouvoir vivre dans la guerre, comme dirait le président de la République. Mais enfin, vous voyez, c'est un titre qui lui-même est évolutif. Donc ça, c'est la première chose. Alors, pour être plus sérieux, si j'ose dire, quoique, je vais quand même vous dire un peu la trame, sans évidemment. Alors, c'est aussi c'est aussi la première présentation d'un rapport que vous n'avez pas. C'est ça qui est quand même très amusant. Mais il sera en ligne demain, hein, c'est ça, monsieur le directeur? Non, il parle, monsieur. Il sera en ligne demain. Ah, il est en ligne ce soir, voilà. Et donc c'est merveilleux. Alors il y a quelques privilégiés qui l'ont eu quand même la veille, mais voilà. Donc alors on a d'abord commencé, si vous voulez, par dire après la pandémie. Et ça, c'est vrai, Jean, je me suis beaucoup inspirée de toi, parce que Jean a écrit 2 livres que j'ai adorés. Jean, vous savez, à chaque fois qu'il écrit un livre, vous le refermez, mais vous avez une pêche extraordinaire. Vous trouvez que le monde est merveilleux. Et alors, voilà. Et alors, il a écrit un premier livre, j'oublie toujours les titres, pardon, pourtant je te lis toujours avec beaucoup d'application et de plaisir, qui est que voilà, le nouveau monde est arrivé, rien ne sera plus comme avant. Alors, 2 ans après, il a écrit un très très beau livre, très épais, très très important. Où, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je suis une espèce de voilà, où tu nuançais les choses en disant, alors, oui, mais en fait, c'est un peu l'homme nouveau qui est arrivé. En fait, c'était l'homme écologique hein, qui est arrivé. Voilà. Alors, c'était extrêmement malin, je dois te dire, parce que comme tu pouvais plus dire complètement que le nouveau monde était arrivé, tu as dit, et j'en suis complètement d'accord avec toi d'ailleurs, parce que moi, par ailleurs, j'écris des trucs là-dessus, que en fait, bah, c'est l'humanité qui doit changer. Hein. Mais toi, tu dis qu'elle est déjà arrivée. Alors, tu vas nous en parler. Donc, en fait, on a commencé un petit peu par là, et bon, on a évidemment parlé des crises, de l'accélération du réchauffement, la nature se délite, et on termine l'introduction par par cette question, une économie de guerre ou l'économie du chaos. Donc ça, si vous savez, c'est exactement comme les homélies de Bossuet. Avant de commencer, vous vous précipitez dans l'horreur, n'est-ce pas? Vous dites tout va mal, etc. Et puis peu à peu, dans les homélies de Bossuet, Dieu vous rattrape peu à peu et vous terminez par l'espoir et le paradis. Donc à ce moment-là, on est dans l'effondrement. Après, on a tous constaté dans nos groupes de travail qu'on avait un temps de l'action aujourd'hui qui était arrivé. Il ne faut pas dire du tout que rien ne se fait. Ça, moi, je suis absolument contre cette idée, contre beaucoup d'ONG qui disent rien ne se fait, etc. Non, beaucoup de choses se font. Il y a évidemment une urgence de l'action, mais on peut dire que l'action est enclenchée, que l'inaction est dénoncée, et l'inaction est dénoncée non seulement dans la société, mais dans les tribunaux, hein, ça c'est très important, mais que action, inaction, ça devient une fracture idéologique, hein, est-ce qu'on en fait assez ou est-ce qu'on n'en fait pas, et qu'il y a aujourd'hui, chapitre que je n'aurais pas écrit il y a 1 an et demi, la tentation de la régression. Alors là, évidemment, j'ai été obligée de l'arrêter à 4 pages, mais là aussi, vous pouvez en ajouter tous les jours. Bon. Et à partir de là, on s'est demandé quelles étaient les propositions de changement de modèle. Et franchement, on s'est dit d'abord, qu'est-ce qu'un modèle? Je veux dire, parce que finalement, les modèles, alors vous êtes spécialiste et fan, donc vous allez nous dire ça, mais voilà, qu'est-ce qu'un modèle? Est-ce qu'on a évidemment tous les modèles climatiques qu'on connaît bien? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique? En fait, l'origine de ce rapport, c'est qu'à chaque fois que j'allais dans un colloque, et c'est pour ça que je l'ai proposé au comité 21, tous les colloques se terminent par... Alors, il y a deux manières de terminer un colloque. Il nous faut un nouveau modèle. Ouais, d'accord.
lequel, ou alors il nous faut un nouveau récit. Ça, c'est vraiment les deux phrases qui sont, voilà, et ça pour moi, ça représente vraiment les deux phrases les plus aporiques que je connaisse, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a eu l'idée de se dire, bah, après tout, puisqu'on dit ça, faisons-le, je veux dire, essayons de le faire. Euh, alors, on a vraiment d'abord dit est-ce qu'il faut mesurer pour agir? Et là aussi, je ne savais pas que la mesure pour l'action, qui me paraissait absolument fondamentale, serait mise en cause par Omnibus, par exemple. Hein. Ça, je ne savais pas, vous voyez. Alors, du coup, je l'ai corrigé quand même le 26 février, hein, cette affaire. Bon, quand Omnibus est à peu près paru, et encore, parce que Omnibus doit changer tout le temps. Et puis, on a regardé un petit peu tout ce qui était sur la table comme modèle de transition, de transformation, etc., de modèle économique, cher Philippe. Mais il y a toutes sortes, effectivement, il y a toutes sortes d'auteurs qui ont écrit sur le changement de modèle. Et alors là, il m'est arrivé un drame. C'est que un dimanche, j'écoute France Inter et il y avait un monsieur passionnant, lui aussi passionnant, mais ce n'était pas lui, mais c'est un groupe d'auteurs. Et le type qui présentait, je ne sais plus qui c'est, disait ah ben, j'ai enfin compris ce que ça pouvait être la transition. C'est oui, c'est aussi le seul la seule présentation de rapport où on fait la publicité d'un autre rapport, pardon, le manuel d'un monde en transition, sans un obstacle au changement, sans piste d'action, etc. Et là, évidemment, vous allez nous en parler. Je vous le conseille à tous, c'est absolument génial, mais évidemment, c'est aux éditions de l'Aube. Alors ça, je ne le savais pas quand je l'ai acheté, je n'avais pas vu. Bon, et en fait, c'est une collusion totale. Je veux dire, vous voyez bien que c'est une secte, le comité 21. Donc, voilà. Et ensuite, en fait, on est venu à un des cœurs de notre rapport, c'est le multi-acteur, vraiment. Et ça, c'est extrêmement important. On revendique le multi-acteur effectivement depuis 30 ans. Merci de le rappeler à chaque fois. Il faut dire que c'est le 30e anniversaire. Et je pense que jamais, alors c'est une proposition de l'agenda 21 de Rio, le multi-acteur, mais ça n'a jamais été aussi indispensable. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors après, on est rentré dans le dur. Donc on a fait un chapitre qui s'appelle Nature et puissance. Alors là aussi, quand on l'a appelé comme ça, le mot puissance n'avait pas la même connotation que après Trump, etc. Enfin bon, on l'a gardé. Hein. On a commencé par de la volonté de puissance à la volonté de vivre. Ça, c'est un titre d'il y a à peu près 9 mois. Et on essaye de développer quelque chose à quoi vraiment moi je tiens beaucoup et qui avait été acté, parce que j'ai fait quand même acter 2-3 trucs par le conseil d'administration quand c'est vraiment un peu hors, comment dirais-je, hors discours habituel, que l'anthropocène était l'ère de la fragilité. Et ça, bon, ça c'est vraiment... Et après, on dit que la fragilité est le socle et la clé du nouveau modèle. Et ça, je suis absolument persuadée de ça. C'est-à-dire que la fragilité, la vulnérabilité, tout ce qu'on veut, aujourd'hui, en fait, c'est un socle. C'est un socle tout simplement parce que voilà, c'est exactement ce que disait Latour, où atterrir. Hein, et à partir du moment où vous ne savez pas où atterrir, vous êtes quand même obligé de construire dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une révolution architecturale extraordinaire dans les constructions et tout. Ensuite, on a commencé à dire ce qui était absolument essentiel pour nous. Et nous avons beaucoup publié, vous le savez, sur la sobriété. Je crois qu'on a vraiment été la première organisation à publier sur la sobriété il y a 6 ans, hein, sous autocontrôle. Mais maintenant, exactement comme on dit l'adaptation transformative, moi je suis sur la sobriété transformative. C'est pas simplement, voilà. Donc on a parlé de ça. Ensuite, sur l'adaptation,
Bah là aussi, vous voyez, le PNACC 3, il a été présenté hier. Est-ce qu'on annulait? Non, parce qu'on en avait déjà quand même une bonne version. Mais enfin, bon, là aussi, j'ai été obligée de corriger 2, 3 trucs. J'ai regardé le papier qui a été diffusé par la ministre hier matin. Bon, ben, il y a déjà 2 ou 3 trucs faux dans mon rapport. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'adaptation, moi, je trouve qu'il faut l'institutionnaliser. Ça fait longtemps, et on l'a remis dans le rapport, qu'on propose une loi sur l'adaptation. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire voter de loi, mais il y a quand même un cadre qui doit être infiniment plus solide qu'un simple plan, qui est pas mal honnêtement, hein, mais qui n'est pas du tout assez transformatif et qui surtout ne s'attaque pas à modifier le fond du droit dans énormément de secteurs. Et en fait, on a quelque chose qui est, je crois, le cœur du rapport, qui s'appelle œuvrer pour un modèle de rupture. Et en fait, on a énuméré 2 choses qui étaient rompre avec les aspects du modèle existant qui paralyse l'avènement du nouveau. Ça me paraît vraiment le tronc fondamental. Et dans ce tronc, il y a 2 choses qui sont extrêmement importantes. C'est rompre avec ce à quoi on ne peut absolument pas renoncer. Donc, je vais être trop longue, donc je ne vais pas vous les énumérer, mais c'est vraiment certains fondamentaux. Et il y a aussi rompre complètement. Et c'est pour ça que nous qui sommes le comité 21, des gentils, des multi-acteurs, etc., on vous fait des propositions qui d'ailleurs rejoignent beaucoup ce que vous dites dans votre livre, qui sont vraiment des propositions de rupture, parce que à force de dire oui, alors ça, on y renonce, mais on ne publie pas de décret de loi, on s'y engage dans 3 ans, non finalement dans 5, mais finalement on ne s'y engage pas vraiment parce que l'article 25 bis ter de la loi a 25 exceptions, etc. C'est comme ça qu'on se fait en ce moment la transition et ça ne va pas. Ensuite, on a vraiment un chapitre sur la puissance publique. Et là, on met la science au cœur. Alors, là aussi, hein, j'en ai rajouté des couches, vous voyez ce que je veux dire. La place de la science dans l'espace public et vérité, science et démocratie. Et bien entendu, sur la puissance publique, on a une grosse partie éducative sur laquelle Aude-Sartre avait publié un rapport qu'on a placé là. Ensuite, il y a la fiscalité. Alors, vous savez, moi, ça fait 25 ans que j'entends dire que la fiscalité écologique, ça ne va pas et qu'il faut éradiquer les niches brunes. Guillaume Sainteny avait fait un célèbre rapport là-dessus. Il m'a dit qu'il avait été réalisé. Alors, attendez, moi, je mettrais ça 2005 à peu près. Il a été réalisé à, m'a-t-il dit, 8%. Et on peut lui faire confiance parce qu'il sait compter, hein, Guillaume. Donc voilà. Et on propose une réforme fiscale, parce que je veux dire, nous, on n'a pas peur. Hein. Alors, il faudrait quand même que tu relises vraiment attentivement, Philippe, parce que moi, je ne suis pas fiscaliste. Hein. Je suis peut-être juriste, développement durabliste, mais voilà. Et donc, en l'occurrence, un nouveau système fiscal fondé sur la valeur de la ressource naturelle. C'est-à-dire, c'est ça qui a une valeur, je veux dire, c'est la ressource naturelle, alors qu'il y a tellement de dispositions fiscales qui disent absolument le contraire. Et ça ne s'arrange pas en ce moment. Et on propose la planification des ruptures. Ça peut paraître curieux, mais des ruptures au coup par coup, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça provoque un refus des populations et ça provoque en plus des allées et venues dans l'économie ou dans l'écologie qui sont très mauvaises, à la fois pour les résultats économiques et d'autre part l'écologie. Donc là, on a des propositions là-dessus. Et surtout, on dit, et ça, Charles Benoît, j'espère, va être heureux, on parle d'un girondisme salvateur. Et ça, moi, je trouve qu'on ne s'en tirera pas sans revenir à un girondisme fondamental. Nous sommes une association,
effectivement des territoires. Philippe vous a dit qu'on essayait justement de se tourner plus maintenant, après nos 30 ans, vers les territoires. Et je crois que c'est extrêmement important, d'autant plus que les entreprises elles-mêmes se tournent beaucoup vers les territoires. Et donc, il y a une logique, en fait, dans le multi-acteur. Donc là, on propose un modèle vraiment territorial et on reparle des universités parce qu'on pense que l'alliance territoire-université est quelque chose d'extrêmement important et le cœur de l'innovation. L'innovation est trop à Paris. Et si l'innovation se répand de manière totalement jacobine, et bien c'est peut-être pour ça aussi qu'elle ne marche pas. Alors à la fin, lyrisme total, des réformes pour une révolution. L'économie peut-elle être la clé de voûte d'un nouveau modèle? Alors ça, Philippe doit donner la conclusion de la partie, donc 5 lignes. Les innovations, Eldorado, Mirage, franchement, parce que est-ce qu'on va résoudre, comme beaucoup le disent en ce moment, tout par la géo-ingénierie? Est-ce que réindustrialiser, qu'est-ce que l'industrie verte? Est-ce qu'il y a une définition de l'industrie verte? Ça avait été beaucoup discuté à l'Assemblée nationale. Hein. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que l'industrie verte, c'est le système, c'est le modèle. Donc voilà. Quel modèle agricole? Alors là, on a été extrêmement modeste parce qu'on n'est pas des spécialistes de l'agriculture, mais finalement, on a quelques propositions. Et puis, on parle bien sûr de numérique, de l'intelligence artificielle et de la sobriété qui devraient être traitées avec tout ce qui est technique et innovation, mais en même temps, il faut lui donner une place spéciale. Et puis, on termine par l'entreprise parce qu'on trouve vraiment que l'entreprise, finalement, aujourd'hui, vous ne dites rien au CGDD, évolue peut-être plus vite que l'État au niveau du développement durable. Et donc, l'entreprise, eh bien, on le traite en disant que, en remettant au milieu la valeur, qu'est-ce que c'est que la valeur aujourd'hui pour l'entreprise? Est-ce que c'est la valeur marchande? Est-ce que c'est la valeur que donnent les salariés? Enfin, de toute façon, c'est une question depuis 2 siècles. Hein. Est-ce que aujourd'hui c'est la valeur par rapport à ses parties prenantes? Comment mesure-t-on tous les aspects de la valeur, etc. Et effectivement, vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de modèles économiques. Alors, il y en a un ou deux qui m'agacent beaucoup. Il y en a un qui m'agace particulièrement, c'est l'économie régénérative. Alors ça, je trouve que ça fait vraiment partie des trucs de com. Je veux dire, il nous faut un nouveau modèle, virgule, l'économie régénérative. Bon, voilà, ça c'est bon. Alors, nous, on est vraiment pour l'économie de la fonctionnalité. Merci Guy d'avoir replongé dans la loi qu'en tant que ministre, tu as fait voter parce que tu nous as beaucoup aidé là-dessus. Et donc, on développe cela. Voilà, ça nous paraît. Alors, je sais que vous avez une autre proposition qui va encore bouleverser mon rapport, mais voilà. Et pour terminer, on termine par un concept que j'ai pas trop développé au comité 21, mais que j'ai développé dans d'autres instances, qui a été très à la mode il y a 6, 7, 8 ans, et qui est moins à la mode, et ça c'est vraiment l'esprit du temps malheureusement, mais qui me paraît indispensable, c'est les biens communs. Alors ça c'est vraiment très très important, et on termine en disant le choix du siècle, alliance du commun ou alliance de régression, parce que je crois que c'est vraiment la bonne question à se poser, en l'occurrence. Et je pense, il y a très longtemps qu'on promeut sans y arriver. Georges, tu te souviens, c'était déjà dans le rapport transformation. J'ai regardé les propositions du rapport transformation, il y en avait 12. En fait, il y en a 10 qui ont été accomplies dans le rapport, pas par nous, hein, mais une ou deux vraiment où on a été très... Sur l'adaptation, je crois qu'on a joué un rôle important. Il y en a d'autres, je veux dire, elles se sont faites par l'État, par d'autres lois, etc. Il y en a une, la société de biens communs, moi j'y tiens énormément de faire une société de biens communs au niveau local. Il y a des statuts, mais pas exactement le statut auquel on pense, et on le développe là-dessus. Voilà, j'étais trop longue parce que je sais qu'il y en a qui ont certaines contraintes, mais il faut quand même bien vous dire un petit peu ce qu'est ce rapport.
On ne présente pas de proposition parce que comme nous sommes archi-démocratiques, on va réunir notre conseil d'administration parce que finalement, dans ce rapport, il y a à peu près 70 propositions. Il est hors de question qu'on mène 70 propositions et on va faire choisir notre conseil d'administration sur 70 propositions pour les limiter à 20 ou plus. Et je pense que Philippe souhaiterait que ça fasse un petit peu le programme à l'avenir des 30 ans, etc. Je voulais juste dire, avant qu'on fasse, qu'on réagisse, je voulais juste dire que je n'écrirai plus de rapport comme ça au comité 21. C'est à peu près le troisième que j'écris, plus toutes les notes dont je vous ai abreuvé depuis 30 ans. Donc je me dis, alors je me souviens de ma jeunesse qui commence à être lointaine. Et j'ai fait de l'environnement très très tôt, puisque j'en ai fait avec Serge Antoine, etc. Alors Serge, non, Serge, 3 mois avant sa mort, il était toujours aussi jeune. Mais il y en avait quand même, quand j'avais 30 ans, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font encore là? C'est pas possible, je veux dire, quand même. Et là, dites-moi, je suis juste à l'âge que les gens avaient quand je me disais ça. Et alors, comme je suis restée encore extrêmement lucide, je pense que je vais, à pas de loup, m'éloigner en fêtant ces 30 ans, mais évidemment en restant un soutien intellectuel, je ne sais pas, affectif, c'est sûr, du comité 21 qui est admirablement aujourd'hui administré par notre conseil. Je salue notre vice-présidente qui est toujours tellement active et, je dirais, affectueuse. Voilà, c'est très important ça. Et puis, une très bonne équipe. Et effectivement, grâce à l'action de Philippe et de l'ensemble du Conseil, qui se dirige vers un modèle nouveau. Donc, il y a quand même une bonne nouvelle dans cette vallée de larmes, c'est que vous ne lirez plus 240 pages de Bettina la ville. Alors, toujours trop long. Voilà. Quoi un nouveau modèle? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, c'est vrai, Jean, que je t'ai cité, j'ai cité tes livres, mais c'est quand même vrai que tu nous as promis une société de bonheur. Voilà. Alors, où on en est là, à un moment donné? Bon, en ce moment, le monde est un peu compliqué. Mais je dirais pas ça comme. Ah bah, parce que si tu éteins mon micro, évidemment, on est quand même, je croyais qu'on était dans un endroit ouvert J'ai cru bien d'esprit, faire quoi. en éteignant le mien pour te laisser toute la Bon. voix. Non, mais sérieusement, un des problèmes qu'il y a, c'est qu'on a perdu les milieux populaires. Il ne faut pas se cacher. Je veux dire qu'on ne fait pas de révolution sans le désir des gens. Or, de fait, les gens, ils préfèrent des mouvements quasi-fascistes à la réflexion qu'on peut avoir. Il ne faut pas se cacher de son petit doigt. Parce qu'on a raison. On est tellement sûr d'avoir raison qu'on a tendance à dire, ben, on va l'imposer. Enfin, on a raison, ça se voit bien, ça chauffe, comme dit Philippe, il suffit de sortir dans la rue, on est en mars et on est habillé comme en été, quoi. Donc, on a raison. Et comme on a raison, on a été considéré que les gens n'avaient qu'à comprendre, sinon c'était des abrutis. Ils peuvent être abrutis par ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne vit pas une grande révolution. C'est vrai que la nature a pris le pouvoir sur notre histoire. Ça, dans l'histoire de l'humanité, c'est un changement anthropologique extraordinaire. On avait l'impression que la nature était sans limite. Ce qu'ont encore le sentiment un peu les Américains et les Russes, parce que ce sont des pays où il y a beaucoup d'espace. Il ne faut pas un hasard en ce moment si les régimes qui s'associent sont aussi des pays qui ont beaucoup d'espace et qui donc ne sont pas comme la Chine ou nous, dans un problème d'hyperdensité de crise des solutions. Mais le fond, c'est quoi? C'est qu'il y a trois grandes ruptures qui se télescopent. Il y a effectivement le réchauffement, c'est-à-dire pas que le réchauffement, c'est-à-dire le fait que la nature a pris le pouvoir et que d'un côté, on doit se protéger et de l'autre côté, on doit essayer de reprendre la main parce qu'on l'a perdu. C'est la première question. Et ça entraîne des conséquences. La deuxième question majeure, c'est la fin du patriarcat. Et effectivement, la question, parce que j'appelle de l'individu, c'est-à-dire qu'on est d'abord un individu avec un projet. Et puis après, on est un homme, on est une femme, on est marié, on n'est pas marié, on choisit son genre, etc. Et ça, c'est une deuxième rupture aussi importante. Et la troisième rupture, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, qu'on ne comprend pas bien. Vous voyez, l'autre jour, j'animais un club avec Jean-Baptiste Sénard, qui est le patron de Renault. Il a fait venir un spécialiste américain pour les 100 cadres supérieurs au niveau mondial de son groupe. Ils ont vu arriver un mec en short avec une chemise à fleurs qui a chanté pendant 1 heure et demie.
Et à la fin, ils étaient tous avec leurs costumes et tout. Et à la Tu fin, sais, c'est ce que fait Philippe dans ses conférences. Hein. je m'en doute pas. Et à la fin, il leur a dit, vous avez sans doute rien compris, mais ce qui va se passer n'a encore rien à voir avec ce que vous pensez. Donc, on a 3 révolutions anthropologiques qui se télescopent, qui créent des angoisses dans des milieux différents. La montée, en plus, nous, on a porté, depuis la COP 21, depuis le Covid-19, on a cru qu'on avait tout compris. On est allé très vite sur les règles écologiques, les voitures, les machins, parce qu'il fallait. Mais on a un peu oublié les gens. Parce que qui est-ce qui est pénalisé sur les bagnoles? C'est les gens qui ont des vieilles bagnoles parce qu'ils sont pauvres. On dirait qu'on n'a rien à foutre des pauvres. Enfin, ils polluent plus que les riches quand même. Donc on voit bien les règles qu'on a pu prendre, et ainsi de suite. Et donc on est dans 3 ruptures qui se télescopent et qui nous génèrent une contre-révolution quasi fasciste qui se passe aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis. Bon, notamment parce que les hommes blancs n'acceptent pas de perdre leur domination sur les femmes, sur la nature et sur les immigrés, pour le dire simplement. On est dans ça. Bon, et donc on est dans un moment où la question, c'est comment, au fond, on va trouver de l'argent pour la guerre. Mais on en avait plus de mal à en trouver pour l'écologie et pour la nature. Mais pour la guerre, d'un coup, on vous dit on va mettre 800 milliards. Alors je dis pas, on met déjà, moi je suis d'accord avec toi, on a fait beaucoup de choses en matière de protection, etc. Mais on est dans un moment de rupture profonde parce qu'effectivement, il y a 3 phénomènes qui se télescopent, que ces phénomènes, ils font, qui est-ce qui vote pour l'extrême droite? Excusez-moi, d'abord les hommes qui n'habitent pas dans les grandes villes. Bon, c'est tout. Si vous habitez dans un petit hameau en pleine campagne provençale, ben, le taux de FN, il est 60%. Dans un quartier de Paris, il est de 10%. Bon, pourquoi? Ben, parce qu'il y a des groupes sociaux dont on ne s'est pas occupé, les hommes qui se sentent dépossédés, les milieux populaires qu'on écrase de charges sociales, etc., et qui du coup ne s'en sortent plus, qui ont des salaires qui ne permettent pas de vivre, etc. Et alors du coup, quand on est là avec nos discours, eh ben, on a raison, mais on ne sait pas entraîner. Et si on ne sait pas entraîner les gens, on va perdre. Parce qu'on peut avoir raison et perdre. C'est pas parce qu'on a raison qu'on va gagner. Et donc le problème, c'est comment ces 3 révolutions, il y a des gens qui, vous voulez, qui vont en penser un projet positif. Moi, je dis en ce moment, la crise, c'est pas la montée de l'extrême droite. Trump, c'est une conséquence. C'est pas Trump qui entraîne les 3 révolutions, c'est les 3 révolutions qui font que les peuples ont envie de ça. Et Trump, il fait des discours incroyables, il reste majoritaire aux Amériques. Donc, je veux dire, je dis pas qu'un jour, bien sûr, comme tout politique, il finira par s'effondrer, mais je veux dire, parce que les gens ont envie qu'on ait l'impression qu'on peut faire des choses et qu'on va les voir. Bon, et que nous, on ne sait pas faire ça. Donc je dis ça, et je dis simplement la question, il faut taper sur ces méloins quand ils commencent à faire les fachos, là, tout ça, c'est la moindre des choses. Mais, et puis qu'en plus, je comprends rien à leur politique économique, enfin, je suis pas le seul, mais ça, on verra aussi. Si ça marche pas, ça va se voir. Mais par contre, quel autre chemin on a à proposer? Et si vous voulez, c'est là où c'est compliqué. On ne peut pas avoir une révolution écologique comme on a sans dire en même temps, par exemple, moi je prends les travaux d'Antoine Fouché, j'aime bien, attendez, on va enlever les charges sociales de salaire, on va les reporter sur la consommation, effectivement, parce qu'il n'est pas normal que les retraités ne cotisent pas, que les importations ne cotisent pas, et que le mec qui est au SMIC, il paye. Alors le SMIC, non, parce que les charges sont très basses, mais bon, on est là-dessus. Ça. Sur la question du rapport homme-femme, comment on réfléchit à cette question? Je veux dire, c'est pas pour dire que bien sûr que c'est bien ce qui se passe avec MeToo, etc. C'est très positif, mais la contre-révolution est peut-être plus puissante, parce que les gens ont eu peur. Et donc, comment on articule tout ça et comment on intègre l'IA dans ces processus et comment de ça, on redescend vers les gens. Vous voyez, dans l'armée, par exemple, en Ukraine, il y a une phrase qui est magnifique en ce moment, c'est de dire l'Ukraine, c'est un pays de jeunes hommes morts et de femmes enceintes. Et c'est vrai que c'est très frappant quand vous êtes en Ukraine. Parce que beaucoup de femmes se font, y compris elles se font, j'allais dire en gros, c'est un peu vulgaire, mais c'est après la mort de l'homme, puisqu'ils ont stocké le sperme pour pouvoir effectivement avoir des enfants après. Mais c'est ça qui se passe. Bon, là-dessus, voilà, moi c'est ça que je veux vous dire simplement. En plus, moi je fais pas de rapport, hein, c'est pas trop mon truc. Donc et je l'ai en Tu plus, fais des livres. je ne l'ai pas vraiment lu parce que tu me l'as envoyé hier soir et il fait 400 pages. Bon, donc je prétends pas l'avoir lu en entier. 220. 220, bon. Oui, mais il écrit tellement petit, et en plus, je m'excuse, c'est au moins 3000 signes par page. Là, c'est l'éditeur qui parle, donc bon. Non, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut plus penser si on n'intègre pas les 3 révolutions en même temps. Et la 3e révolution, elle fait que qui s'enrichit, ce sont les gens qui possèdent les tuyaux. Que ce soit d'ailleurs Saadé, par exemple, c'est les containers, que ce soit les autres. C'est plus le contenu qui compte, c'est le tuyau. Et le tuyau vous dit, mais j'en ai rien à foutre de ce qui passe dans mon tuyau. Ce qui m'intéresse, c'est le tuyau. Et donc là, à un moment, il n'y a plus de maîtrise sur la vérité. On est dans ces batailles absolument gigantesques et on ne peut pas répondre qu'à une partie. C'est pas possible. Parce qu'il y a des tas de gens qui vont toujours vous dire, excusez-moi,
Mais moi, à la fin du mois, c'est plus important. Moi, avec 1400 euros SMIG, j'ai 3 gosses, je peux pas. D'ailleurs, j'en fais plus. Et chacune de ces révolutions, le rapport masculin-féminin est en train de casser la natalité. Or, casser la natalité, c'est casser nos retraites. Au-delà du fait que moi, je suis totalement réac, j'ai 6 enfants et 13, 14 petits-enfants. Donc, vous comprenez, je suis d'une vieille civilisation. Mais ça casse. Et donc, c'est tous ces sujets qu'il faut articuler en se disant comment on repart d'abord de l'espérance des gens de vivre mieux, du fait effectivement qu'on arrête d'être indifférent aux revenus. Vous croyez vraiment qu'on peut vivre avec le SMIC? Et vous sentez bien les politiques qui nous gouvernent. Eux, le SMIC, c'est quasiment ce qu'ils dépensent dans un week-end. Alors, c'est pas raisonnable. Ils ne se voient pas vivre. Moi, j'ai des copains, moi j'habite à la campagne, j'ai des copains qui vivent à la campagne avec un jardin, machin. Bon, mais on n'a pas de réflexion là-dessus. Si on n'articule pas ça, on va perdre. C'est-à-dire qu'il y aura la guerre. Parce que perdre, c'est quoi? Perdre, c'est effectivement augmenter la guerre, parce que nous, on est sûr d'avoir raison, et en face, il y a des gens qui sont dans un tel désarroi qu'effectivement, on voit bien à quoi ils s'accrochent, à des certitudes totalement aléatoires, fausses, et puis c'est le pouvoir des hommes sur les femmes. Il y a pas, c'est un enjeu absolument central, et comment on articule ça? Si on articule ça, on peut peut-être un autre chemin, pas taper sur, il faut taper sur les extrêmes droites, c'est évident, mais ça c'est pas en tapant sur les gens qu'on fait reculer les opinions. Si on a un autre chemin, il n'y a plus aucun autre chemin. La gauche, elle est complètement plus grand chose à dire. La gauche n'a pas compris une chose que tu as dite, c'est que l'entreprise est devenue le lieu de la confiance. 70% des gens ont confiance dans l'entreprise pour gagner la climatique, 15% dans les élus, pas les élus locaux. Les élus locaux continuent. Mais pour les gens, la solution, elle est dans l'entreprise. Et je m'arrêterai sur une chose, un sondage qui m'avait frappé il y a quelques années, qu'avait fait le Jean Jaurès, quand on disait aux gens, qu'est-ce qui symbolise pour toi la République? Je passe devant une école, c'est la République. Je passe devant une mairie, c'est la République. Et je passe devant une entreprise, c'est la République. Ben ça, la gauche, elle n'a rien compris. Si on ne comprend pas ça, ben, effectivement, les gens, ils s'en vont. Parce que pour les gens, ce qui compte, c'est qu'il y a une entreprise, c'est qu'il y a un travail. Et je vous rappelle quand même que 46% des gens ont eu une aventure sentimentale dans l'entreprise. Donc l'entreprise, ce n'est pas que de l'exploitation, c'est d'abord du lien social, de la réussite, etc. Alors en France, on est obsédé par une lecture marxiste du monde qui ne nous éclaire pas dans ces révolutions. C'est un peu sévère, mais bon. Non, non, mais juste, voilà. Alors, Stéphane, donc, j'ai parlé de votre livre et je suis là-dessus vraiment complètement sincère. Mais alors, vous êtes, vous, effectivement, un spécialiste de l'économie des modèles, etc. Et alors, vous êtes aussi le porteur d'une science qui est peut-être une des clés de nos tourments, pour prendre le mot tourmente, c'est l'impédimentologie. Voilà. C'est ça, exactement. J'y suis arrivée. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu ce que vous dites dans ce livre, nous dire quand même ce que c'est que cette science? Et puis, vous m'avez dit tout à l'heure que c'était un début, ce livre. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, ce livre, alors c'est pas moi qui en suis l'instigateur, hein, c'est Lucas Verest, qui est un architecte urbaniste, qui est situé sur Genève et qui a monté un laboratoire qui s'appelle un think tank qui s'appelle l'USEA, donc sur l'utilisation du sol notamment. Et dans ce cadre les travaux de ce think tank, qui réunit différents experts, s'est posé la question de mais pourquoi ça avance pas? En fait, il y a plein de solutions sur la table, on les a, l'économie de la fonctionnalité, il y a l'économie bleue, il y a l'économie circulaire, il y a toutes les solutions qu'on connaît, la décarbonation, on sait faire des choses, etc. Et pourquoi concrètement les indicateurs n'évoluent pas dans le sens où on le souhaiterait? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y a des obstacles. Il y a des obstacles et on ne les voit pas parce qu'on n'a pas développé. On s'est lancé dans ce qu'on appelle la transition, qui est en fait une transformation sociétale. On s'est lancé en pensant problème-solution et on n'a pas eu conscience qu'à un moment donné, la bifurcation d'une civilisation, puisqu'il s'agit de ça, en fait, de bifurquer le modèle de civilisation, ne s'est jamais opérée dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que les civilisations, elles ont eu une période de croissance, de stagnation et d'effondrement. Et les civilisations qui ont tenté de bifurquer n'ont pas réussi aujourd'hui. Et c'est présomptueux de penser que, ayant un problème civilisationnel et un impact majeur sur les écosystèmes et sur notre habitat, hein, tout simplement, on est en train de détruire la maison qui nous abrite, on a pensé qu'on pouvait raisonner
comme dans l'ancien monde, en disant on a un problème, on nous met en place des solutions, et on n'a pas besoin d'ingénierie dédiée. Et en fait, l'impédimentologie vient de là, c'est-à-dire c'est une science, en tout cas une science émergente, qu'on est 19 auteurs plus d'autres experts qui vont nous rejoindre. Et on vient de créer l'Institut international de l'impédimentologie, donc on va ouvrir effectivement à des adhérents, notamment dans le domaine des entreprises, parce que c'est une grande partie par là que ça se passe. L'idée, c'est d'étudier ces obstacles. Donc, on en a recensé 101 dans cet ouvrage, donc qui sont classés selon 4 catégories. Il y a les obstacles de nature neuropsychologique, il y en a d'autres sociologiques, d'autres politologiques et d'autres plutôt épistémologiques. Voilà, le rapport à la connaissance. Et ces obstacles, en fait, nous éclairent sur pourquoi finalement ça n'avance pas. Et pour chacun des obstacles, on a proposé ce qu'on appelle un expédient, c'est-à-dire qu'un axe, une piste pour s'en sortir. Et surtout, on a considéré que ce n'était pas suffisant. Cet inventaire d'obstacles et même de pistes de solutions était déjà une première chose, mais ce n'était pas suffisant, ça ne répondait pas aux besoins. Et c'est là qu'est née l'impédimentologie, donc en se disant, il y a une science derrière, probablement, en tout cas une discipline scientifique à faire émerger, et c'est une approche systémique des choses pour comprendre comment ces obstacles interagissent avec les solutions qu'on met en œuvre, et puis comment trouver des leviers pour pouvoir finalement basculer le système, déséquilibrer les systèmes. Donc c'est ce qu'on appelle l'homéostasie en termes de systémique. Voilà. Donc voilà. Parce qu'en fait, votre métier, c'est d'être systématicien. Alors, moi, je suis génial, ça, moi, je trouve, comme métier. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Là, aujourd'hui, je représente plutôt mon métier j'accompagne les transformations culturelles. Alors, dans les organisations depuis un peu plus de 25 ans et dans les territoires depuis quelques années déjà, en lien avec les enjeux écologiques et sociaux et économiques. Notamment, j'ai pu intervenir dans le territoire du Haut-Doubs. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire de la station de Métabier. Voilà, donc je suis intervenu auprès d'Olivier Erard. Je suis co-auteur du livre d'ailleurs qu'on a sorti sur le sujet, de transformer l'économie des loisirs et du tourisme à partir d'un territoire de moyenne montagne où l'économie du ski est en train de disparaître. Alors gentiment, dans le Jura, c'est pas les Alpes, mais moi je viens des Alpes, je suis installé dans les Alpes du côté de Chambéry. Et là, les stations sont globalement en déni total. Et avec les JO 2030, on est en train d'avoir une escalade. Et ce qui est particulièrement dommage, c'est qu'on va encore se prendre 10 ans d'inertie à cause de cette ambition de faire des JO soi-disant sobres. Mais en fait, la sobriété des Jeux ne peut pas se faire en amenant des gens par avion du quatre coins du monde, quoi. Voilà. Alors, juste, je voudrais revenir. Alors, j'ai un choix, c'est de faire tomber le micro là. Non, j'ai rien perdu, je voudrais ouvrir le livre. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas dire que je vous ai copié, parce que j'avais quand même écrit beaucoup avant d'avoir lu le livre, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée. On est d'accord sur le solutionnisme technologique, le leurre du déficit démocratique, etc. Il y a toutes les questions qui font beaucoup penser au livre de Boller, je veux dire, sur au départ, etc. Sur tout ce qui est vraiment les problèmes, je dirais, psychiques, l'empêchement du cerveau et tout. Mais alors, bon, je vais y arriver, d'accord. Oui, il est quand même copieux. Alors en plus, je suis un des 19 auteurs, donc je ne saurais pas effectivement répondre en détail. Alors, il y a quelqu'un d'ailleurs que je connais très bien, avec qui le comité 21 a beaucoup travaillé il y a une dizaine d'années, c'est Aurélien, en fait. Je veux dire, ça c'est tout à fait intéressant. Alors, il y a des choses extraordinaires. Il y a le monopole masculin, justement, comme tu disais. Il y a la force d'inertie des mœurs, ça c'est tout à fait important. Et il y a des choses, parce que j'adore, parce que c'est pas nuancé. Il y a l'abrutissement de masse, d'accord, la tyrannie de la vitesse, bien sûr. Alors, il y a le rassurisme. Ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et vous pouvez tous en dire 2 mots, là, du rassurisme? Oui, alors en fait, il y a une croyance qui consiste à penser qu'il ne faut pas alarmer les gens. Parce que s'ils ont peur, la peur paralyse.
Et en fait, non, c'est pas la peur qui paralyse. La peur est un moteur de l'action, hein, c'est ancré dans notre fonctionnement, mais c'est plutôt l'éco-anxiété éventuellement qui peut paralyser parce qu'elle est vécue à titre individuel. Effectivement. Et la peur est plutôt un phénomène qui doit s'envisager de manière collective. Et c'est parce qu'on a peur qu'on peut passer à l'action. Si on n'a pas de perception du danger, il n'y a pas de mouvement possible. En accompagnement au changement classique dans les entreprises, on sait qu'il n'y a pas de changement s'il n'y a pas plus de bénéfices. Enfin, s'il y a à la fois des bénéfices, il peut y avoir des changements à la fois s'il y a des bénéfices et aussi un inconfort extrême qui oblige à bouger. S'il n'y a que des bénéfices, c'est-à-dire qu'on a souvent, il faut faire des récits désirables, etc., etc. Mais en fait, c'est pas ça qui met en mouvement. Ça donne une perspective, c'est intéressant. Mais comme il y a de l'incertitude par rapport à cette perspective-là, donc il y a de l'angoisse. Pour passer cette angoisse, il faut qu'il y ait un mouvement qui déclenche. Voilà. Il y a quelque chose que, enfin, je dis, j'aime tout dans ce bouquin, mais il y a quelque chose dont personne ne parle jamais. Alors en plus, ça m'a confortée parce que très souvent on me dit, oui, mais tu commences des interventions en parlant de l'histoire, etc. Et vous parlez de l'amnésie générationnelle environnementale. Et ça, je trouve que c'est très, très juste. Et les gens ne le disent pas. C'est-à-dire, et souvent, quand je parle à mes étudiants, je leur dis, le monde ne commence pas à l'accord de Paris. Il s'est passé des trucs avant. C'est incroyable, mais vrai. Voilà. Et ça, c'est vraiment très bien d'avoir dit ça. Alors effectivement, l'amnésie, c'est un phénomène qui commence à être connu et documenté, mais ça touche absolument tout le monde. En fait, on a nos repères qu'on a forgés dans notre enfance, adolescence, et finalement le monde est construit autour de ces représentations et finalement bouge assez peu après. Alors on peut voir des changements à l'échelle humaine, on commence à le voir hélas d'un point de vue climat, biodiversité, c'est l'effondrement du vivant, etc. Mais on a du mal à gérer le temps long. Et ça va, il y a un autre obstacle qui s'appelle la rupture des échelles temporelles. On a finalement extrêmement l'habitude de vivre dans l'instant présent et de plus en plus avec l'avènement d'Internet et avec l'intelligence artificielle qui va encore accélérer le temps. Et donc, on a du mal à se projeter sur des moyens long terme à l'échelle humaine et évidemment très long terme, puisque quand on fixe des objectifs, ne serait-ce que dans les accords de Paris 1,5, on oublie toujours de dire à quelle échéance, mais ça va continuer de monter. Donc en 2100 et 2200, etc. À un moment donné, il paraît que ça s'arrête. Bah, oui, parce qu'en fait, il y aura probablement plus d'activité humaine pour pouvoir générer cette pollution, effectivement. Bon, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre parce que nous allons doucement vers l'effondrement. Voilà. Alors, Marine, à toi donc Marine, je crois qu'il y a au-dessus de ma tête ce qu'elle fait maintenant, mais Marine a été extrêmement active à l'Élysée, auprès de Madame Borne, à la fois ministre de l'Environnement et Première ministre. Et puis également un parcours avant d'ONG. Donc voilà, Marine est une femme passionnante. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore les personnalités qui sont actives à la fois dans l'État et les ONG. C'est une espèce de narcissisme maladif. Et donc, il se trouve que Marine, voilà. Bon. Et si vous voulez, je suis contente qu'elle soit là parce que par rapport à la planification, par rapport à l'adaptation, par rapport à la sobriété, est-ce que je voudrais vraiment qu'elle réagisse un petit peu à ce qu'on a dit et puis qu'elle nous dise un peu où elle en est de son désespoir ou espoir d'État. Je crois qu'on est tous dans une phase de sidération profonde, donc je ne suis pas sûre qu'on soit encore dans une phase d'espoir. Je vais commencer par une anecdote parce que dans ta présentation, tu as dit on parle d'industrie verte, mais on n'a pas de définition. Et c'est extrêmement drôle parce que quand j'étais à Matignon, je suivais la loi industrie verte et on me présentait plein de propositions sur ce qu'on allait mettre dans cette loi. Et moi, je leur dis, d'accord, mais est-ce qu'on peut juste commencer par se dire de quoi on parle? En fait, c'est quoi l'industrie verte? Et c'est une question que j'ai posée à peu près à chaque fois qu'on a eu cette réunion. C'est une question que j'ai fait remonter dans toutes les notes qui sont remontées à la Première ministre et au Président de la République. Et soyons clairs, je n'ai jamais obtenu de réponse.
puisqu'en réalité, la réponse est une industrie verte est une industrie qui est en France, puisque par définition, en France, c'est vert. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir une réponse à cette question et je ne l'ai jamais eue. Mais donc par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, je pense que, alors je suis absolument d'accord sur le fait que aujourd'hui, il y a une montée des populistes, qu'on peut appeler fascistes, mais il n'y a probablement pas que des populistes fascistes d'ailleurs. On ne s'intéresse pas suffisamment au cœur des gens, à ce qu'ils ressentent, à pourquoi est-ce que, à quoi en fait ces populistes répondent et à quels sont les sentiments auxquels ils répondent. Et donc nous, quand le président de la République, lors du discours de Marseille dans l'entre-deux tours, a annoncé la planification écologique, avec quelques-uns dans l'ombre, on s'est dit chouette, un nouveau concept, on va essayer de mettre quelque chose derrière. Et on a notamment poussé à la création d'un secrétariat général à la planification écologique à Matignon, dans l'objectif de coordonner l'action de tous les ministères et de rendre irréversible la transition écologique, avec l'idée que des plans et des stratégies, on en a plein, que des objectifs, on s'en fixe plein, que en ce qui concerne le climat, en tout cas, les objectifs qu'on se fixe sont à peu près sur la bonne trajectoire pour tenir au moins les 2 degrés, si ce n'est 1,5 degré. Et d'ailleurs, il n'y a pas de vote d'horizon au 1,5 degré, puisque l'objectif, c'est juste de rester en dessous avec l'hypothèse que potentiellement on passe au-dessus, mais qu'on revienne en dessous. Donc, on a créé cette structure à Matignon avec vraiment l'objectif de se dire, si jamais il y a des fluctuations politiques, en fait, on aura inscrit au cœur de l'administration quelque chose qui est là pour s'assurer que ça continue. Pour s'assurer que si jamais on a un Premier ministre qui n'est pas particulièrement intéressé par ces sujets, et je pense qu'on en a vu quelques-uns depuis, en fait, on a une administration qui est là pour continuer à animer les choses et en fait, tout bêtement, à appeler le ministère de l'Agriculture, appeler le ministère de l'Économie et à dire, bah, en fait, on s'était fixé cet objectif-là, vous en êtes où? Vous n'êtes pas sur la trajectoire, quelles sont les mesures que vous mettez en œuvre? Parce qu'on a ce besoin du temps long. Et aujourd'hui, clairement, c'est non seulement quelque chose qui est difficile parce qu'on a des biais psychologiques qui font qu'on n'y arrive pas, mais en plus, là, on est dans un monde de l'immédiateté où on en s'en parlait tout à l'heure à quelques-uns. De toute façon, le matin au réveil, dans la matinale, on entend quelle est la nouvelle horreur que Donald Trump a dite et donc toutes les conséquences géopolitiques qu'elles peuvent avoir. Et ça, on est vraiment dans un monde d'instabilité. Tu parlais de tourmente. On est dans un monde d'instabilité qui fait qu'il est particulièrement difficile, encore plus difficile qu'il y a 2 ans, de se projeter dans l'avenir. Et en plus, on a fait cette planification écologique. Aujourd'hui, on a un plan, mais en fait, on a fait cette planification un peu à l'ancienne. On l'a faite un peu en chambre, quand bien même on l'a présentée à plein d'acteurs qui sont plutôt contents de ce qui est sorti. Mais en fait, on n'a jamais parlé vraiment avec les gens en disant, bon, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a dit, on va faire ça et vous en pensez quoi? Pourtant, on est venu vous voir. Oui, mais alors moi, pour le coup, pour avoir vu ces rendez-vous-là, on a mis des choses sur la table et on a dit, voilà ce qu'on a fait, vous en pensez quoi? Alors que je pense que la vraie discussion était, on a dit qu'on devait faire moins X% de gaz à effet de serre dans tel secteur. Comment on fait? C'est quoi vos propositions? Comment on le fait ensemble? Et puis en fait, à chaque fois que quelqu'un dit, bah, moi je peux pas pour telle raison, bah, en fait, on se retourne vers l'acteur d'à côté et ils disent, bah, visiblement, ils peuvent pas à cause de vous. Donc, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lever? Et on essaye de créer la condition de la réussite où, en fait, chacun a sa part de responsabilité dans le fait d'y arriver. Ce qui est très lié à ce que fait le comité 21 avec le côté multi-acteur. Et on ne s'est pas attaché suffisamment exactement à ce qu'on se disait. Pourquoi les gens n'ont pas envie? Qu'est-ce qui les bloque? Il y a très peu de gens, pardon, qui ne veulent pas faire quelque chose pour la planète. Par contre, effectivement, ils ont peur pour leur modèle de vie, ils ont peur d'être les seuls impactés, ils ont peur que ce qu'ils vont faire ne sera pas suffisamment efficace. Et en fait, activer les leviers psychologiques de la transition est quelque chose que l'État a beaucoup de mal à faire. Et c'est presque rassurant parce qu'on peut se dire que c'est peut-être pas le rôle de l'État de manipuler les esprits. Mais malgré tout, on a fait quelque chose d'un peu trop ingénieur qui fait qu'on n'arrive pas à s'attaquer au vrai sujet de pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas. Je ne sais pas si c'était l'espoir que tu espérais, Bettina. Si, tout à fait. J'ai juste une petite question subsidiaire, si j'ose dire.
je ne l'ai pas mis encore dans le rapport parce que je le garde pour la conclusion. Est-ce que tu ne trouves pas que cet extraordinaire va-et-vient du ministère de l'Environnement ou de la Transition est bien un symbole, en fait, euh, du fait que, comment vous dites, vous, pour la transition, vous avez un très très beau, je me souviens plus, un très beau titre, la transition. C'est la transformation sociétale. Non, 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 vous dites, je vais vous le trouver. Bon, et moi je trouve que, non mais je connais mieux son bouquin. Et donc, je trouve, si vous voulez, que, je trouve, si tu veux, que, voilà, un jour on met l'énergie à l'économie, puis un beau jour on la met à l'environnement, et puis après on met tout ça auprès du Premier ministre, puis après on va se mettre ça à la prospective, et puis après tout, pourquoi on ne le mettrait pas, pourquoi, enfin, tout est comme ça, je veux dire. Et donc, moi je trouve que c'est un symbole de l'errance finalement, hein, de l'errance publique sur la transition, malgré, et ça je trouve ça très dommage, malgré ce projet de planification écologique qui est important, qui est quand même un tout petit peu trop décarbonation seulement. Hein, voilà. Ah, ça. qui est très top-down et qui est très décarbonation. On était parti sur quelque chose où justement l'idée était de traiter toutes les crises écologiques simultanément et en fait secteur par secteur ou grands enjeux par grands enjeux et de se poser la question typiquement de les transports, comment est-ce qu'il faut faire évoluer le modèle des transports pour répondre à la fois à la crise climatique, à la crise de la santé environnement, à la crise de la biodiversité, etc. On a perdu ça en cours de route pour plein de raisons, et notamment parce que le climat, c'est plus facile, ça rentre bien dans un tableur Excel, c'est facile d'additionner des choses, et donc les gens, globalement, préfèrent le climat. C'est mon grand désespoir, à moi qui ai eu la chance de porter la stratégie nationale biodiversité. Mais par rapport à ce que tu dis, moi, ce que je constate surtout, c'est qu'en fait, à partir du ministère de Borloo, le grand ministère de l'écologie en 2008, on a eu une relative stabilité du ministère de l'écologie. On avait quand même globalement le logement. C'est récent ce que je dis là, c'est vraiment. Et effectivement, en fait, c'est depuis le deuxième quinquennat Macron, qu'en fait, on voit que le grand projet de rattacher l'énergie à Bercy, qui est quand même le projet d'Alexis Kohler depuis le début, il finit par réussir à le faire, et qu'en fait, petit à petit, on retire tout ce qui faisait le ministère de l'écologie. C'est même pas une question d'errance. Là, on est dans déshabiller Paul pour même pas vraiment habiller Pierre aujourd'hui, puisqu'on a surtout déshabillé Paul. Donc, je pense que c'est surtout symbolique du fait qu'on ne considère pas la transition écologique comme quelque chose de fondamental et qu'en fait, on continue à faire un peu de communication politique, puisque si je reprends ma casquette et que je vous fais des beaux EDL politiques, des éléments de langage, je vais vous dire que, alors je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Bettina, puisque je te rappelle que le Premier ministre est toujours chargé de la planification écologique et énergétique, et donc c'est toujours porté au plus haut niveau de l'État. Bien sûr, pardon, cette erreur. Voilà. J'ai trouvé l'expression et qui j'ai trouvé absolument remarquable, l'indéfinition de la transition. En plus, cher ami, c'est vous qui l'avez écrit. C'est ça comme ça. Hein. D'accord. Donc, je trouve que l'indéfinition de la transition, c'est vraiment quelque chose de parfait. Alors Isabelle, c'est formidable parce que c'est toi qui, en fait, est encensée. Tu représentes l'entreprise. Pierre Victoria, je ne le vois plus, mais je l'ai vu, il y a quelques entreprises dans la salle. Et finalement, comme le dit Jean, en l'occurrence, tu représentes la confiance ici. Alors, bon, qu'est-ce que c'est finalement que nous... Ma question, c'est en quoi un nouveau modèle peut être aussi un nouveau modèle à la fois d'entreprise, dans l'entreprise, et en même temps s'insérer dans un nouveau modèle. Et puis, je ne vais évidemment pas résister à te poser la question à laquelle tu réponds, je pense, 2 fois par jour depuis à peu près le mois de janvier. C'est-à-dire, est-ce que tu considères que la renonciation, en tout cas au caractère contraint de la CSRD, est-ce que c'est pour toi un moment, une péripétie, une obligation, un bien,
Un mal, une évolution ou un nouveau modèle? Ça va être dur à qualifier tout ça. Alors, je suis ravie de représenter effectivement le monde des entreprises, mais alors il faut rester extrêmement modeste. Alors en plus, j'ai de la chance d'être dans une entreprise où je suis depuis 5 ans, donc Vinci, qui a deux choses. On y parle beaucoup de performance globale. Donc, c'est quelque part la déclinaison du développement durable avec le vocabulaire Vinci. Et on a une signature qui est faire œuvre utile. Donc, moi, je coche toutes les cases de chouette, on peut faire plein de trucs. Donc, effectivement, oui, je pense qu'il y a vraiment des choses et il y a vraiment un train en marche. Quand les entreprises disent on va s'emparer du sujet, on va être proactif pour essayer de bouger en fait dans ce triangle de l'inaction, avec la possibilité de passage à l'action, d'expérimenter, d'avoir des retours d'expérience concrets et puis de faire avancer les lignes petit à petit. Tout ça, donc je pense que c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont existantes, on va dire, en termes de solutions. Enfin, on en a mentionné tout à l'heure un certain nombre en fait. Et je pense que c'est extrêmement intéressant. Et moi, c'est ma dose d'espoir et c'est ce qui me fait encore me lever le matin et continuer à effectivement bouger dans ce sens-là. Mais ça ne se fait que dans un cadre qui doit être là et commun. C'est-à-dire qu'à minima, la planification, oui, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et pour le coup, tout ce qui est en train de bouger au niveau du Green Deal européen, pas tant sur le reporting, mais plutôt les autres. Là, je dis attention parce que notre cadre, il partait comme ça, plus ou moins bien ficelé, plus ou moins voilà. Mais en tout cas, il était donné. Donc nous, ça nous permet d'avancer et de se projeter sur ce temps long dont on parle beaucoup. Si le cadre change, là, je dis flûte. En fait, on est en train de changer les règles du jeu et donc je ne peux plus faire correctement une stratégie d'entreprise. Après, il est extrêmement important. Il y a 3 grands leviers dans l'entreprise. Donc, il y en a un, c'est de revenir sur le pur modèle économique. Et il y a déjà tout un tas de trucs qui sont environnement et efficacité opérationnelle, donc économie d'énergie, de matériaux, etc., qui va ensemble. Donc ça, moi, je le martèle en interne en disant, surtout en ces temps où effectivement il y a du backlash, etc., j'ai déjà au moins un tiers, voire un peu plus de ce qu'on fait. En fait, ça va dans le même sens que l'économie. J'ai même pas besoin de dire que c'est de l'environnement ou de l'écologie. Donc, on s'accroche à ça. Deuxièmement, on fait la même chose, mais on étend un peu. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler du modèle économique actuel, mais du coût total, du temps long. Donc, on va calculer un retour sur investissement sur un peu plus longtemps, mais on est encore capable de passer par les indicateurs d'euros. On va monétiser, en fait, en passant par ce coût total, un certain nombre de choses. Et là, je fais bouger un deuxième tiers effectivement d'action. Donc, il faut beaucoup d'abnégation en interne pour dire, regardez les gars, non, on s'attache au temps long parce qu'on a la chance. Enfin, moi, Vinci, on prend des concessions. La dernière, un morceau du périphérique de Denver pour 86 ans. Donc, cette réflexion sur le temps long et cet investissement sur le temps long me permet de dire, les gars, le climat, on l'anticipe. Pas tout à fait partout sur cette durée-là, mais quand même, on raisonne sur le temps long. Mais donc, on arrive encore à faire une démonstration de OK, peut-être que là, en ce moment, les analystes financiers nous parlent que de défense et de data center, mais sur le temps long, on sait que ce qu'on fait, ça reste vertueux. Et après, il y a un autre tiers qui, effectivement, est un peu plus difficile. C'est prospectif. C'est peut-être que l'environnement ou les aspects sociaux vont nous donner un acte, un argumentaire en fait de différenciation par rapport à la concurrence. Et donc, on s'accroche à certains bénéfices autour de la valeur, autour de ce qui pourrait être des nouveaux modèles. Donc, si on est les premiers à inventer un nouveau marché, je sais pas, de global de performance, par exemple, on va prendre des parts de marché, donc ça va être vertueux. Marché globaux de performance, c'est hyper intéressant parce que ça existe depuis très longtemps. C'est vraiment la mise en pratique de l'économie de fonctionnalité dont on parle, mais qu'on arrive progressivement à étendre. C'est-à-dire qu'au départ, c'est en gros, chez Vinci, on fait de la mise à disposition d'éclairage municipal, donc on bosse pour les communes pour venir changer les ampoules. Donc dans un premier temps, OK, on change les ampoules, donc on s'assure que ça fonctionne. Dans un deuxième, on va faire aussi des économies d'énergie, c'est-à-dire qu'on va mettre des LED, donc remplacer les LED. Donc à la limite, on finance le remplacement des LED, mais on se rémunère, nous, sur les économies d'énergie. Et là, de plus en plus, on a des marchés avec des clients, publics et privés, qui font la même chose sur de l'éclairage et un peu plus, sur des bâtiments, y compris industriels, où on va piloter une partie de la réduction de l'empreinte carbone. Donc c'est un marché dans lequel on dit, OK, on s'engage, donc contractuellement,
on a changé les choses, on donne du service et on donne une garantie de résultat dans lequel on a réussi à rajouter du carbone. Donc ça me donne une dose d'espoir assez forte. Maintenant, je ne suis pas encore sur la nature, je ne suis pas encore sur l'ensemble des enjeux, en fait, parce que tout n'est pas mesurable et que l'absence de mesure fait qu'on est plutôt de l'ordre de l'intuition. Donc, tant que moi, dans le groupe, j'ai des patrons opérationnels qui y croient et qui disent « Ok, ce dernier tiers-là, ce dernier tiers, je ne sais pas mettre des euros dessus, mais je me dis que c'est bon. Enfin, j'investis parce que tôt ou tard, j'attirerai plus de talents, je pourrais me distinguer de la concurrence, j'aurai un coup d'avance, etc. » Mais c'est sans doute la partie qui est la plus fragile aujourd'hui, là, en 2025. Et puis peut-être dans le mouvement, ce que j'observe aussi, c'est 285 000 collaborateurs, hein, le groupe Vinci. Donc, on le fait bouger avec faut imprégner, on va dire, la transition dans la culture. Et quelque part, c'est exactement ce qu'on dit. Faut répondre à ces questions de peur, de toucher le cœur, etc. Donc là, post-Covid, on mettait du sens, ça pouvait suffire. Là, 2025, le sens ne suffit plus. Donc, je repasse par du calcul économique un peu plus fortement pour continuer à faire bouger certaines bases. Mais effectivement, c'est pas simple. C'est-à-dire que c'est quoi le modèle derrière de la valeur? En fait, on a tout un tas d'exemples, mais je ne sais pas le mesurer de façon simple. Donc voilà, après pour répondre sur la question omnibus, donc effectivement aujourd'hui l'Europe est en train de détricoter certains textes et à commencer par la partie sur le reporting. J'essaie de rester extrêmement neutre parce qu'en fait, effectivement, il y a un surcoût qui était réel du reporting et de l'audit apporté par cette réglementation. Ensuite, je suis dans un groupe qui fait du reporting depuis que la loi NRE est sortie en France, donc depuis 2001. Donc, en gros, ce n'était pas non plus une révolution pour le groupe. Donc, je peux me permettre de dire qu'en fait, demain, aller détricoter, c'est pas grave. Je ne vais pas changer la manière dont le groupe Vinci, comme la plupart des sociétés cotées, en gros, fonctionne déjà et remonte en fait des données, parce que je les ai déjà. Donc, ça se détricote. Je continue pareil. Donc c'est plutôt intéressant, mais par contre, je pense que vaut mieux effectivement détricoter cette partie-là où il y avait un tout petit peu trop de bureaucratie dans la manière dont c'était fait, pas dans la manière dont c'était pensé au départ de la directive, mais dans la manière dont ça a été derrière mis en application par les standards, les Q&A, etc., etc. Donc finalement, il y a plus de pages de texte, de guide sur comment faire. Donc, je crois qu'il y en a 700 ou 800 pages. Hein. Pour nous, on a publié, ça fait 120 pages ce qu'on a publié. Donc, OK, la capacité de s'approprier les 700 pages de guide pour sortir un truc qui a l'intelligence, c'était peut-être aller un tout petit peu trop loin. Donc, je préfère que ça se détricote là plutôt que ça se détricote sur d'autres choses. Parce que, par exemple, le véhicule électrique, moi, j'ai des autoroutes chez Vinci Autoroutes. Et donc, la décarbonation des émissions liées au trafic des autoroutes, il faut bien que ça s'accroche à quelque chose. On a installé en fait des bornes de recharge sur toutes les aires d'autoroute assez vite parce que dès mi-2023, on a dit il faut que le citoyen n'ait pas peur de prendre sa voiture électrique pour faire ces centaines de kilomètres sur l'autoroute. Donc on installe, on y va, on investit. On est soutenu par le Green Deal avec OK, en 2035, on arrête le moteur thermique. Franchement, ça fait machine arrière. Là, moi, je dis OK, j'ai mon plan stratégique qui est de dire on est un peu en avance et donc ce sera bénéfice, y compris économiquement, etc. Parce qu'on est juste un peu en avance par rapport à la réglementation. Il y en a une partie qui tombe à l'eau. Tout comme quand on a commencé à convertir sur les métiers de la route des centrales à enrober pour passer du gaz naturel à plus d'électricité, etc., on l'a fait en 2022-2023. Mais on l'a fait avant certains concurrents. Et donc, 2023, avec l'augmentation des prix du gaz et de l'élec, on est sorti du fuel pour passer au gaz et en partie à l'élec. On a perdu des affaires à cause de ça. Donc, moi, je me suis un peu fait enguirlander en interne en disant c'est sympa ta décarbonation, mais franchement, alors aujourd'hui, c'est plus du tout le cas parce qu'en fait, on a été rattrapé, heureusement, mais tout ça parce qu'il y a un plan. C'est-à-dire, il y a la planification qui nous dit on avance, c'est parce que dans le secteur, tout le monde, en gros, va dans la même direction. Donc, ça minimise en fait les risques de se retrouver seul contre tous. Là, si on court un marathon et qu'on est tout seul en tête à franchir la ligne, on aura tout raté en fait. Donc, on a intérêt à embarquer le secteur. Et pour moi, c'est aussi ça dans les nouveaux modèles, c'est le fait de travailler ensemble. Ce qui change là, et de plus en plus, et aussi en 2025, c'est travailler bien sûr multi-acteurs en collège, etc., mais aussi avec nos confrères et concurrents.
Parce qu'en fait, on doit avancer dans la même direction. Et ça, pour le coup, c'est facile pour quelqu'un. Moi, je porte l'environnement dans le groupe, donc voilà, j'ai pas de responsabilité opérationnelle directe. Donc, je peux faire plein de choses avec mes homologues dans les autres entreprises. Pour un patron opérationnel, par contre, qui est en concurrence directe avec ses confrères, c'est pas tout à fait la même histoire, mais c'est là qu'on va gagner le jeu si on arrive correctement à le faire à ce niveau-là. Merci Isabelle. Comme je sais qu'il y a quelques personnes qui ont des contraintes, comment? Voilà. Non, voilà, oui, mais je veux dire, attends, tu m'as malmené, alors attention. Et donc, je vais juste poser une question à tout le monde, et avant de laisser, et surtout de demander à Philippe de conclure. Moi, il y a pendant tout le temps de l'écriture de rapport, il y a quelque chose qui me hantait, un tout petit peu moins il y a 1 an, mais très très fort dans les derniers mois. Aujourd'hui, finalement, on a quand même un monde qui est un peu chaotique. Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut continuer, la fille qui fait exploser son rapport à la fin de la table ronde, est-ce qu'on peut continuer de réfléchir sur la notion de nouveau modèle dans un monde chaotique? Tu as commencé d'y répondre. Voilà, je vais vous demander à tous d'essayer de donner une réponse. Et à toi, Philippe, en prime, puisque tu es le président, je vais dire, est-ce qu'on peut continuer de garder le concept de nouveau modèle dans un monde chaotique, virgule, et dans un pays très endetté? Et parce que j'ai le micro et que tu me regardes, il faut que je commence. Moi, je pense que oui, c'est indispensable. Après, voilà, il faut travailler sur ce nouveau modèle et il n'y en a sans doute pas qu'un. Enfin, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans l'ensemble des pistes. Pour l'instant, s'il y en a 70, voilà, il y en a trop. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'innovations, de nouveautés et tout qui sont sorties du chaos. Là, en ce moment, on vit une crise immobilière. J'ai une entité dans le groupe qui s'appelle Vinci Immobilier, qui est en crise depuis 2 ans, qui a fait un plan social, etc. Et en fait, ils n'ont jamais autant avancé sur le concept d'artificialisation, enfin zéro artificialisation nette, de recyclage urbain et de résidence gérée. Donc finalement, je change de modèle économique. Alors, ça n'est qu'un petit bout de la lorgnette, hein, mais dans cette période de crise où je dis, en fait, c'est justement le moment où je me dis que ce que je faisais avant n'est peut-être pas tenable tout le temps sur le temps long. Et donc, j'essaie toujours de trouver des éléments positifs dans cette phase de chaos. Alors en fait, dans la transformation des systèmes, hein, donc si je regarde la pensée complexe et la transformation des systèmes, les transformations s'opèrent toujours dans des phases chaotiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de transformation réelle d'un système socio-économique s'il n'y a pas de phase chaotique. Donc je dirais que le chaos est à la fois nécessaire et du coup c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que ça laisse place à l'émergence de nouveaux modèles. Et donc, il y a un phénomène qui est très important, c'est vraiment le phénomène d'émergence. Et aujourd'hui, on s'aperçoit avec Trump, qui est le résultat en fait d'une situation qui se construit depuis au moins une vingtaine d'années. Il y a de nouveaux modèles qui apparaissent. Et aujourd'hui, on est dans une guerre de guerre culturelle, en fait, une guerre de civilisation, une guerre d'imaginaire. Et c'est là où on a notre place. Par contre, on a de la sacrée concurrence parce que derrière, on a un discours simplificateur. Il y a la vérité, la réalité n'existe plus, etc. Et nous, on se bat avec une éthique qui quelque part, entrave l'action. Donc, je dirais oui, c'est une bonne nouvelle. Et il faut de toute façon des situations chaotiques pour faire émerger ces nouveaux modèles. Et il faut que s'y mettre, quoi, ensemble. Bon, c'est compliqué parce que je vous trouve quand même un peu technocratique. Moi, je vous donne 5 petits points très vite. Le jour où j'étais à Copenhague, un congrès sur la mobilité urbaine, et à Copenhague, il y a 30% de gens qui font du vélo. Et le maire de la ville a dit, les Français, je ne vous comprends pas.
Nous, on dit aux gens, c'est simple et pas cher. Vous vous dites, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour la nature, tout ça. Est-ce qu'on vous a demandé de vous occuper de la santé des gens, de la nature et tout? C'est simple et pas cher. 30% de cyclistes. Alors qu'à Paris, on emmerde tout le monde au nom d'un certain nombre de valeurs, alors que ce qui compte, c'est que ça soit simple et pas cher. C'est la première chose. Deuxième chose, 63% des Français ont un jardin. Depuis 30 ans, les Français sont allés au jardin. 80% d'animal, 40% un potager. Ils font la révolution dans leur terrain, dans leur vie quotidienne. Ils plantent des arbres, mais ça n'existe pas. Or, c'est quand même le cœur de la population française. Ça veut dire qu'ils ont retrouvé un rapport charnel à la nature qu'on avait perdu en allant de la campagne vers la ville. C'est fondamental. Je ne comprends même pas que ça ne soit pas le cœur de la réflexion. Ensuite, je rajouterai 2 choses et je m'arrête. Relisez l'anti-Oedipe. La question, et tu l'as dit très bien, c'est comment on met en désir les choses. On s'en fout des rapports technocratiques, il faut qu'ils soient là, c'est utile derrière. Mais le désir, comment est-ce qu'on relie l'anti-Oedipe? Comment on est sorti du marxisme grâce à l'anti-Oedipe et comment aujourd'hui on sort du discours technocratique grâce à l'anti-Oedipe? Relisez l'anti-Oedipe. Et 2 dernières idées très très vite. Le patron d'Asso System, qui est cette énorme boîte fascinante qui a 80 000 emplois aux États-Unis, il me dit souvent, Jean, c'est Hollywood qui a créé la Silicon Valley. C'est Hollywood qui a créé la Silicon Valley. Et Lénine disait, les soviets et l'électricité, c'est-à-dire le modèle culturel et politique et la technologie. Ben nous, ce qui nous manque, c'est le modèle culturel et politique. C'est-à-dire, ce qui nous manque, c'est qu'on n'a pas Hollywood. Le monde de la culture, on n'a rien à foutre de nos discussions. Vous allez au spectacle, c'est pas ça dont on parle. Vous lisez des films, alors il se passe des tas de choses intéressantes. Je dis pas que... Donc, Hollywood a créé la Silicon Valley. Pour moi, la clé, elle est là. C'est-à-dire que c'est en remettant au cœur du débat culturel, de l'art, de la culture, de l'éducation, tous ces sujets, que petit à petit on construit. Redevenez léniniste, si on peut le dire, de ce point de vue-là. C'est-à-dire l'électricité, ok, mais effectivement, quoi? Léniniste, mais au sens de cette formule sur les soviets. Je ne suis pas communiste, moi. Mais je veux dire, c'est le modèle culturel et politique qui porte l'électricité. Si on a que l'électricité, au fond, on s'en fout. Merci. Je vais me sauver discrètement, mais elle va m'engueuler, mais parce que j'ai une voiture qui m'attend. Merci. Je le prends pas personnellement. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut continuer à inventer des nouveaux modèles? J'ai envie de te répondre, en même temps, si on fait pas ça, on fait quoi? Je pense qu'on a tous envie ici d'avancer sur ces sujets-là, qu'on est tous dans une phase assez complexe et que si on n'est pas dans l'action, on n'y arrivera pas. Par contre, est-ce que c'est une question de modèle? Je ne sais pas. J'ai une fâcheuse tendance à être très pragmatique et à me prendre les nœuds par les uns après les autres et en se disant, enfin les uns après les autres, tous ensemble mais séparément, en se disant, il y a ce problème-là, quelle réponse on peut y apporter? Il y a celui-ci, quelle réponse on peut y apporter? Et en fait, c'est un peu ce qu'on se disait sur quel est le ferment aujourd'hui du vote populiste. Et en fait, qu'est-ce qui amène des gens à être suffisamment désespérés pour voter pour un Trump qui, a priori, ne répondra à aucune de leurs problématiques, va même probablement les mettre dans des situations pires que celles dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Et en fait, comment est-ce qu'on répond au fait qu'ils ont peur de changer, peur du déclassement? Comment est-ce que nous, avec la transition écologique, on peut répondre à ça? Comment on peut répondre à la peur pour que leurs enfants aient une vie moins bonne que celle qu'ils ont eue, etc. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Je ne sais pas si c'est un modèle, mais c'est plein de petites choses qu'il faut qu'on réussisse à faire pour répondre à ces problématiques-là. Et typiquement, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Isabelle. Le sujet de CSRD est un sujet plus parce qu'il y a 80% des entreprises qui sont sorties de la réglementation que pour la simplification qui devait avoir lieu parce que c'était une usine monumentale qui avait été faite qui était juste absolument impossible. Mais je suis tout à fait d'accord que le vrai sujet, ça va être les moteurs thermiques en 2035. Parce que ça, c'était le meilleur exemple de la planification écologique. C'est-à-dire qu'on se dit, en 2050, il ne faut plus de voitures thermiques sur nos routes. Combien de temps, en moyenne, dure un véhicule thermique? 15 ans. Donc, de 2050 moins 15, c'est 2035. Est-ce que nos constructeurs automobiles ont le temps de changer leur ligne de production, de faire des nouveaux modèles, etc. Jusque-là, la réponse est oui. Sauf que la réponse est oui à partir du moment où cette date-là, elle est fixe et que eux savent qu'ils ne pourront pas revenir dessus. Et là, rien que le doute qu'on est en train de mettre, ça fait perdre un temps fou. Et en fait, c'est cette lisibilité-là dont on a besoin pour que tous les acteurs qui ont à faire leur transition puissent la faire.
et puissent s'organiser. Et les acteurs, c'est les entreprises, mais c'est aussi les ménages. Si on change la façon dont on fait les aides à la rénovation thermique tous les 6 mois, bah en fait, les gens, à chaque fois, ils vont se dire, bah, je vais peut-être attendre parce que peut-être que bientôt, les aides seront meilleures. Donc, c'est vraiment tous ces sujets, et c'est pour ça que je ne sais pas si c'est un modèle, mais on a besoin d'un peu de stabilité, on a besoin de donner un petit peu de vision, et clairement, la stabilité aujourd'hui, c'est pas facile. Et puis, on a besoin de s'attacher au concret de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'y arrive pas, parce que j'ai compris que c'était notamment l'objet du bouquin dont on a beaucoup fait la promotion et qu'on lira en plus du rapport. Merci. Donc, à toi, Philippe, de conclure. Moi, je reprends la parole 2 secondes avec toi pour vraiment remercier tout le monde, particulièrement l'équipe du Comité 21, que j'ai fait énormément souffrir dans la rédaction de ce rapport, parce que je suis impossible. C'est dommage parce que comme il va sûrement méditer sur autre chose, je voulais dire à quel point j'étais absolument insupportable pour l'avertir avant, mais il est parti. Donc, si vous le croisez, vous lui direz. Bon, très bien, donc je conclus parce que nous sommes en retard et que, comme d'ailleurs dans tous les tables rondes, et en particulier par rapport à ce que tu disais, Isabelle, en fait, le moment le plus important, évidemment, c'est celui qui vient, c'est le cocktail. C'est le moment, en fait, où on va échanger, où on va parler de nos expériences et on va parler de ce qui est en train de se faire. Hein, donc, quand tu disais, Bettina, est-ce qu'on peut changer Je crois que même, on est tellement bouffi d'orgueil dans nos générations qu'on s'imagine aussi avoir le plus incroyable chaos de tous les temps. Faut juste rappeler, quoi, nos arrière-grands-parents avaient des chemises brunes, des guerres, les arrière-arrière avaient la première guerre industrielle, nos grands-parents ont eu 8 tentatives d'attentat contre le président de la République, un putsch à Alger, on a eu le 11 septembre 2000. Enfin, si on est sans arrêt en train d'attendre le calme pour dire ah, maintenant on va changer de modèle, c'est clair qu'on va attendre longtemps. Moi, je crois que nous sommes dans la fin d'un modèle qui explique probablement beaucoup des tensions qui sont les nôtres. Et je crois vraiment que, effectivement, nous sommes déjà dans l'émergence de quelque chose de nouveau. Et donc, le nouveau modèle, en fait, c'est déjà regarder ce que nous sommes en train de faire, ce que disait Jean tout à l'heure, les gens qui plantent des arbres. C'est ça, le nouveau modèle. C'est en train de se constituer. Et je crois que, effectivement, quand on vous écoute ce soir, on se dit que tout ça va s'accélérer et que oui, on peut être optimiste. C'est ce qu'il va falloir raconter à nos enfants, à nos ados, à tous ceux que vous allez retrouver à la maison ou ce week-end en leur disant les choses sont en train de changer et confiance dans l'avenir.